La banque n'est pas ton ami. Mais la banque est plutôt un partenaire commercial pour toi en tant qu'investisseur immobilier. Et sache une chose, la banque ne perd jamais. Si tu as l'intention d'acheter un bien immobilier, tu as besoin de la banque. Et l'investissement immobilier n'a de sens qu'avec des capitaux étrangers. Parce qu'avec les capitaux étrangers, tu as l'opportunité de profiter de l'effet de levier. Dans l'investissement immobilier, les taux d'intérêt réduisent ta charge fiscale. Tu dois retenir ceci. La banque est prête à mettre de l'argent à ta disposition. À contrepartie, tu dois payer les frais du crédit, c'est-à-dire les intérêts. La banque est là pour se faire de l'argent. La banque est là, la banque fait du business. La banque ne t'octroie pas un crédit pour tes beaux yeux. Non. Mais avant que la banque ne t'octroie un crédit, il y a des conditions que tu dois remplir. Si tu ne les remplis pas, tu n'obtiendras pas de prêt pour l'achat de ton bien immobilier. Voilà, dans cette chaîne, je parle de deux thèmes principaux. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Alors, si tu veux faire partie de cette aventure, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment. Mes coordonnées s'affichent sur l'écran. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parcourir 16 raisons pour lesquelles tu n'obtiens pas de financement de la banque pour l'achat de ton bien immobilier. La suite après le générique. Première raison, si tu travailles à ton propre compte, si tu es indépendant et que ton entreprise a moins de 3 ans et tu n'as pas présenté un bon bilan financier à la banque pour la demande de ce crédit, alors tu n'as aucune chance d'obtenir le crédit pour ton investissement immobilier. Ça veut dire que lorsque tu as ton propre compte, il faut faire tout et tout pour que ton bilan financier soit clair, soit transparent et que tu fasses vraiment des marges. Parce que la banque veut se rassurer, la banque a besoin de sécurité. La banque est là pour octroyer les crédits, mais la banque a besoin de sécurité. Donc tu dois leur fournir un compte d'exploitation pertinent, sinon tu n'obtiendras pas de crédit. Deuxième raison, ton salaire n'est pas assez. Si tu es célibataire et tu es célibataire et sans enfant, tu gagnes moins de 1800 €, tu n'as aucune chance d'obtenir un financement immobilier. À moins que tu ne fasses introduire une deuxième personne dans le financement. Si tu es marié et tu as un enfant et tu gagnes moins de 2500 €, tu n'as aucune chance d'obtenir un financement immobilier. Plusieurs banques ne voudront pas t'accompagner pour ce financement. Troisième raison, ton statut d'employé n'est pas assuré. Si tu n'as pas de CDI, si tu es étranger et que tu n'as pas un permis de séjour à durée indéterminée, alors tu n'as aucune chance d'obtenir un financement immobilier, à moins que tu fasses intervenir une deuxième personne dans le financement. Ça, je vais en détail dans mes différents séminaires et dans mes différents workshops. Quatrième raison, tu as des crédits de consommation. Si tu as contracté des crédits de consommation les derniers mois, les dernières années, et que tu as des financements 0% par exemple pour l'achat de certains appareils électriques, alors tu as une mauvaise solvabilité et beaucoup de banques ne pourront pas t'accompagner. Tu recevras très probablement un refus, mais il existe quand même des voies de contournement. J'ai accompagné plusieurs clients qui avaient des crédits de consommation et ils ont pu obtenir le crédit, mais comme j'ai dit, il y a beaucoup de voies de contournement et dans ce cas, très peu de banques veulent t'accompagner. Donc c'est pour ça que je dis toujours dans mes séminaires et dans mes workshops que lorsque tu veux te lancer pour l'investissement immobilier, arrange ta solvabilité. Si tu as ce genre de crédit, fais tout et tout pour mettre un terme à ces crédits. Si tu as la possibilité, tu rembourses complètement. Là, tu as une solvabilité propre. Tu n'auras pas de difficultés avec les banques. Voilà.
Et comme j'ai dit, j'aborde ce thème en profondeur pendant mes séminaires et pendant mes conférences. Cinquième raison, tu as un déficit dans ton compte de gestion. Je dois encore mentionner, le compte de gestion n'est rien d'autre que la différence entre tes revenus et tes dépenses. La différence entre tes recettes et tes dépenses, c'est ça le compte de gestion. La banque considère toujours ta situation financière actuelle avant de t'accorder un crédit immobilier. Ton compte de gestion est déterminant pour la décision de la banque. Donc, si ton compte de gestion est déficitaire, c'est-à-dire que tes dépenses dépassent tes recettes ou tes dépenses dépassent tes revenus, tu n'obtiendras pas de prêt pour ton bien immobilier. Ça doit être clair. Sixième raison, tu n'as pas d'apport personnel ou alors tu as très peu d'apport personnel. Si tu n'as pas d'apport personnel, tu dois avoir au moins une bonne solvabilité. Un crédit immobilier sans apport personnel signifie un risque élevé pour la banque. En tenant compte des risques, la banque peut alors décider si elle t'octroie le crédit ou pas. Peu de banques accompagnent volontiers les emprunteurs avec peu d'apport personnel ou bien sans apport personnel. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que tu as très peu de banques qui vont t'accompagner. Et si tu as très peu de banques qui vont t'accompagner, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les crédits seront chers. Parce que tu n'as pas trop de choix. Si par exemple tu lances une demande à 10 banques et il y a 2 banques qui sont prêtes à t'accompagner, fais un choix entre 2 banques qui veulent t'accompagner et fais un choix entre 10 banques qui veulent t'accompagner. Il y a une différence. Quelle est donc la conséquence lorsque tu demandes un financement sans fonds propres? Sans fonds propres, ça veut dire que tu vas obtenir un taux d'intérêt qui est un peu plus élevé. Et sans fonds propres, ça veut dire que le volume du crédit que tu vas demander est élevé. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que ta mensualité sera aussi élevée. Et si ton compte de gestion ne permet pas cette mensualité, alors tu vas essuyer un refus de la banque pour l'achat de ce bien. Septième raison, le prix d'achat est supérieur à la valeur réelle du bien. De nombreux vendeurs ont des idées erronées des prix et proposent leurs biens immobiliers à des prix trop élevés. Certains vendeurs ont des outils où ils font leurs calculs, ils calculent les prix des biens immobiliers et parfois l'écart entre ce qu'ils proposent et la réalité est parfois trop élevé. Certains agents immobiliers font également de fausses promesses parce qu'ils veulent absolument se charger de la vente du bien et encaisser la provision. C'est pourquoi nous observons pour certains biens immobiliers dans certains sites des prix qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Tu dois donc calculer correctement et l'investissement doit être rentable dans tous les cas. Si tu fais tes calculs, quel que soit le prix que le vendeur te propose, si tu fais tes calculs et que l'investissement n'est pas rentable, alors tu n'achètes pas. Ce n'est pas une obligation, tu n'es pas obligé d'investir. Parfois, il y aura des périodes où tu vas en faire 2-3 ans, tu n'achètes pas un bien. Quand l'investissement n'est pas rentable, alors n'investis pas. Il faut savoir une chose, la banque fait également son évaluation interne et tient également compte des coefficients de réduction. Ça veut dire que lorsque tu trouves un bien et que tu fais une demande de financement, la banque ne va pas seulement accorder le prix d'achat que tu viens avec, non. La banque va faire son évaluation interne et utiliser un coefficient de réduction. C'est bien qu'il peut m'arriver que le prix d'achat que le vendeur propose est largement supérieur à la valeur calculée de la banque. Vous savez, il faut faire extrêmement attention. Donc, avant même d'aller vers la banque, il faut travailler en collaboration avec les courtiers financiers, les experts bancaires ou alors les sous-traitants. Là, vous faites un calcul au préalable. Vous faites un calcul avant de déposer auprès de la banque. Et si la banque fait donc ce calcul et que le prix d'achat proposé est supérieur à la valeur calculée par la banque, alors le risque pour la banque est encore plus élevé. Et si dans ce cas, tu ne peux pas apporter de fonds propres supplémentaires ou alors une garantie supplémentaire dans le financement, alors tu essuieras très probablement un refus. Et là encore, il y a plusieurs possibilités.
j'aborde plusieurs possibilités dans le cadre de mes workshops et mes séminaires. Huitième raison, tu as des inscriptions négatives dans le registre des infractions financières. En Allemagne, on appelle ce registre la Schufa. Dans les autres pays, je ne sais pas comment ça s'appelle. De toutes les façons, lorsque tu as des inscriptions négatives dans ce registre, tu as peu de chances d'obtenir le crédit pour l'achat de ton bien immobilier. Quels sont les exemples d'inscriptions négatives? On a par exemple les factures et les dettes impayées, ou alors les retards de paiement, ou alors tu as des inscriptions dans les registres publics de dettes. Tu as la résiliation du crédit en raison de non-paiement des mensualités. Tu as l'insolvabilité personnelle en cours. Tu as des avis d'exécution. Toutes ces inscriptions, si ces inscriptions sont mentionnées dans le registre des infractions financières, alors tu n'as aucune chance d'obtenir le crédit pour l'achat de ton bien immobilier. Neuvième raison, tu as caché des informations sur ta solvabilité. La banque doit tout savoir sur ta solvabilité. Tu vas devoir mettre à la disposition de la banque tous les crédits, toutes les dépenses. De toutes les façons, la banque vérifie tout ce qui a trait à ta solvabilité. Donc, si tu caches quelque chose, la banque va le découvrir tôt ou tard. Ce qui signifie automatiquement un refus. Donc, ne joue pas à ce jeu. On dit souvent, tu dois te mettre nu face à la banque lorsque tu demandes un crédit. Donc, tu n'as rien à cacher. La banque doit tout savoir. Mais mets-toi un peu à la place de la banque. Quelqu'un veut mettre 200, 300, 500 000 euros à ta disposition pour l'achat d'un bien immobilier. Mais tu ne vas pas quand même demander à cette personne de te donner cet argent sans vérifier, sans être sûr que tu vas rembourser. Donc, moi, je pense que c'est gagnant-gagnant. Tu viens, tu veux 500 000 euros. La banque met bien ça à ta disposition, mais en retour, la banque a besoin d'une sécurité que tu vas rembourser son argent. C'est aussi simple que ça. Donc, je te conseille vraiment de jouer carte sur table. Tu n'as rien à cacher. Dixième raison, les documents du bien ne sont pas complets. Voilà, c'est pour ça que je conseille de travailler avec les experts immobiliers, avec les experts financiers, avec les sous-traitants et tout. Si tu as affaire, ou alors si tu travailles avec les experts immobiliers, si tu travailles avec les courtiers en financement, ils savent généralement quels documents sont nécessaires pour le financement. S'il manque des documents, l'examen du crédit ne peut pas avoir lieu parce que la banque a besoin de tous ces documents pour pouvoir commencer l'examen du crédit. Par exemple, s'il manque le calcul de la superficie, alors il sera impossible de déterminer la valeur du bien puisque on détermine le prix par mètre carré. Et pour cela, la banque a besoin de savoir quelle est la superficie. Donc, tu as besoin donc du calcul de la superficie. Voilà. Si l'extrait de registre foncier manque, ça veut dire que le bien ne peut pas être hypothéqué par la banque. Et si la banque ne peut pas hypothéquer le bien, alors la banque n'a pas de garantie pour le crédit. La banque n'a pas de sécurité pour le crédit. Pourquoi est-ce que la banque doit courir ce risque s'il ne peut pas hypothéquer le bien au cas où tu ne peux pas rembourser? Donc, si un document manque, l'examen du crédit ne peut pas avoir lieu. Et si tu ne peux pas leur fournir ces documents, alors tu essuies tout simplement un refus. Onzième raison, le crédit ne doit pas dépasser ta limite financière. Lors de l'examen du crédit, la banque calcule d'abord le volume du prêt, le volume de prêt que ton budget autorise. Si le volume du crédit dépasse ton cadre financier, tu recevras automatiquement un refus de la banque. C'est pourquoi tu devrais collaborer avec les intermédiaires de financement parce qu'ils s'y connaissent, ils travaillent avec plusieurs banques et ils peuvent, avant de déposer la demande du crédit, ils peuvent vérifier si ton budget permet d'obtenir ce volume de crédit. Si ton compte de gestion ne permet pas le paiement de la mensualité, alors tu n'obtiendras pas de crédit. Douzième raison, tu ne maîtrises pas tes finances. Si tu n'as pas de vue d'ensemble de tes dépenses, alors tu ne peux pas convaincre un banquier. Si tu ne maîtrises pas tes finances, la banque va le constater très vite. Ce n'est pas pour rien que la banque vérifie ta solvabilité. En vérifiant ta solvabilité, elle contrôle si
tu es quelqu'un à qui elle peut faire confiance. Elle contrôle si tu as la maîtrise de tes finances. Une bonne solvabilité est la première condition pour l'acceptation d'un financement immobilier. Si la banque ne peut pas examiner ta solvabilité, elle ne pourra pas t'octroyer un crédit. Si tu n'as pas une bonne solvabilité, ça veut tout simplement dire que tu ne maîtrises pas tes finances. Alors si tu ne maîtrises pas tes finances, alors la banque va automatiquement te refuser le financement pour ton bien immobilier. 13e raison, la banque est trop éloignée du bien. Par expérience, les banques locales situées à proximité du bien évaluent mieux le bien immobilier. Si la banque est trop éloignée du bien, elle aura les difficultés à bien évaluer le bien. Et si le bien est mal évalué, alors le risque calculé de la banque serait également élevé. Et si le risque de la banque est élevé, la probabilité d'un refus est donc très élevée. C'est pourquoi je conseille de travailler avec les intermédiaires de financement. Avec les intermédiaires de financement, tu es plus flexible. Tu peux faire des demandes auprès de plusieurs banques. Et si tu fais donc les demandes auprès de plusieurs banques, tu peux faire les demandes à travers les intermédiaires de financement. Tu peux faire donc les demandes auprès des banques locales, auprès des banques dans un périmètre précis. C'est pour ça que tu as besoin de l'accompagnement des intermédiaires de financement. 14e raison, tu demandes un financement à plus de 100%. Si tu demandes un financement à plus de 100%, il y a très peu de banques qui vont vouloir t'accompagner. Si tu finances la totalité du prix d'achat, ici on parle de financement à 100%. Si tu finances la totalité du prix d'achat et les frais supplémentaires pour l'acquisition à hauteur de 15% du prix d'achat, on parle ici d'un financement à 115%. Et si tu finances la totalité du prix d'achat, les frais supplémentaires pour l'acquisition à hauteur de 15% du prix d'achat et la modernisation à hauteur de 20% du prix d'achat, on parle ici d'un financement à 135%. Avec donc un financement à 135%, la banque prend un gros risque en te finançant. C'est pourquoi de nombreuses banques vont se retirer, vont dire le risque est trop élevé. 15e raison, tu as conclu de nombreux financements au cours des derniers mois ou des dernières années. Si tu as acheté beaucoup de biens immobiliers avec l'aide de la banque par endettement au cours des derniers mois, au cours des dernières années, alors certaines banques vont te demander d'attendre un peu et de redemander plus tard. Alors, ils vont t'envoyer de manière automatique un refus. Mais, j'ai bien dit certaines banques, mais il y a plusieurs banques qui vont malgré cela t'accompagner. Tout dépend de ta stratégie, tout dépend des rendements que tu fais dans les anciens biens financés. Alors, donc, ce genre de sujet, j'aborde encore plus en profondeur dans mes séminaires et dans mes workshops. Et que si c'est un thème qui t'intéresse, voilà, tu n'hésites pas à me contacter. Ou alors, lorsque je vais lancer le programme des workshops et des séminaires de l'année prochaine, tu pourras donc me contacter et on ira en profondeur en fonction de tes attentes. 16e et dernière raison, tu n'as pas équilibré ton modèle commercial. Cette raison est valable pour les investisseurs qui ont déjà quelques biens immobiliers dans leur portefeuille. Si tu as acheté par exemple 3 biens immobiliers dans des grandes métropoles au cours des derniers mois ou au cours des dernières années, disons tu as acheté chaque bien à 200 000 euros. Si tu as acheté dans des grandes métropoles, en Allemagne, si tu achètes un bien dans une grande métropole, par exemple comme Munich, comme Cologne, comme Hambourg, comme Francfort, tu auras un rendement d'à peu près 3,5%. Et si on considère donc l'annuité, tu seras à 5,5%, c'est-à-dire le taux d'intérêt 4% et le remboursement 1,5%. Cela signifie que quoi? Puisque tu as un rendement de 3,5% et tu as une annuité de 5,5%, ça veut dire qu'il y a une différence de 2%. La différence de 2% là, c'est ce que tu vas injecter dans l'investissement chaque année pour que ça fonctionne. 2% du prix d'achat par bien. 2% du prix d'achat. 2% du prix d'achat, ça correspond à 4 000 euros. Ça veut dire qu'on est à 2% de 200 000 euros. On est à 4 000 euros que tu dois injecter dans l'investissement par an. C'est-à-dire 334 euros que tu dois injecter dans l'investissement par mois, par bien, par appartement pour que ça fonctionne. Voilà.
Pour ce calcul, pour cet exemple, je n'ai pas considéré les charges pour l'entretien du bien, les charges que toi, en tant que propriétaire, tu endosses et les réserves que tu mets de côté pour l'entretien du bien. Pour les 3 appartements, donc, tu payes 4 000 € par an, par appartement, c'est-à-dire 12 000 € pour les 3 appartements par an. 12 000 € par an, on est à 1 000 € par mois que tu dois payer pour les 3 appartements pour que l'investissement fonctionne. Donc, tu as 1 000 € par mois qui sort de tes poches pour cet investissement. C'est énorme. Si tu veux maintenant acquérir un 4e bien immobilier avec un rendement similaire et que tu n'as pas de revenus élevés, le financement sera de manière automatique refusé. Pourquoi? Parce que la banque va observer que les 3 derniers biens que tu as achetés, tu dois sortir de ta poche 1 000 €. Ça veut dire que tu fais un cash flow négatif de 1 000 €. La banque observe ça. Maintenant, le 4e bien qui vient encore avec le même rendement de 3,5% où tu dois encore injecter 334 € par mois, tu seras à 1 334 € pour les 4 biens. La banque va te dire non monsieur, je ne peux pas t'accompagner, tu es déjà déficitaire parce qu'à moins 1 334 € par mois, c'est beaucoup. C'est pourquoi tu dois équilibrer ton modèle économique. Tu peux acheter le premier bien immobilier avec un rendement de 3,5%, le deuxième avec un rendement de 6%, le troisième avec un rendement de 4,5%, le quatrième avec un rendement de 8%, le cinquième avec un rendement de 7%, le sixième avec un rendement de 8%. Quelqu'un va me dire que mais 8% de rendement, ça c'est possible? Non. Il y a à peine 3 ans, j'ai acheté un bien immobilier où je fais 8% de rendement. Donc c'est possible. Ça dépend de ta stratégie. Juste une petite parenthèse. Si tu prends un bien et que tu meubles par exemple, tu vois que tu peux facilement doubler la valeur du loyer. Hein? Donc, tout dépend de ta stratégie. C'était juste une parenthèse. Les stratégies, les différentes stratégies, je les aborde dans mes workshops et dans mes séminaires. Je ne peux pas les aborder dans une vidéo, sinon les vidéos seront très longues. Si on considère donc tous ces rendements de ces 6 biens, on a un rendement moyen, c'est-à-dire la somme de tous les rendements que tu divises par le nombre d'appartements que tu as. Dans cet exemple, on sera donc à un rendement moyen de 6%. Le rendement moyen ne doit pas être inférieur à 6%. Pourquoi? Parce qu'on suppose que si la somme de toutes tes annuités divisée par le nombre d'appartements est de 5,5%, tu dois avoir un rendement qui te permet d'assurer l'annuité. C'est pour ça qu'il dit au minimum 6%. Pour être sûr que tes revenus locatifs peuvent payer les mensualités. C'est très important afin d'être finançable. Tu ne veux pas t'arrêter à 3-4 biens, tu veux augmenter ton patrimoine. Et si tu veux augmenter ton patrimoine, tu dois rester finançable. Et pour être finançable, tu dois rassurer la banque que l'argent ne sort pas de tes poches dans tes anciens financements, dans tes anciens investissements. Voilà. Et de cette façon, si tu fixes dans la base à un rendement moyen de tout ton portefeuille de 6%, ton patrimoine va évoluer jusqu'à l'infini. C'est exactement ma stratégie. Donc, si tu veux en savoir plus, tu peux m'appeler, on prend un rendez-vous, on définit ta stratégie. Et puis voilà, l'investissement immobilier est rentable quand tu t'y connais, quand tu as des méthodes, quand tu as des stratégies appropriées. Et tu ne peux pas, par exemple, acheter un bien immobilier que tu vas meubler pour les étudiants quand l'université est à 50 km. C'est pour ça que je dis que tout est un problème de stratégie. Voilà, qu'est-ce qu'on retient donc? Tu sais maintenant pourquoi tu ne peux pas obtenir un financement pour l'achat de ton bien immobilier. Nous avons parcouru 16 raisons. Si tu veux donc contourner ces obstacles, fais exactement le contraire. La banque aimerait bien faire des affaires avec toi et en même temps, elle veut réduire les risques au maximum. C'est pour ça qu'elle exige beaucoup de sécurité. C'est pour ça qu'elle doit examiner ta solvabilité. C'est pourquoi elle doit tout faire pour se rassurer que tu vas payer ses mensualités avant de t'octroyer un crédit. Si la banque t'accorde un crédit pour l'achat de ton bien immobilier malgré une mauvaise solvabilité, et que quelques mois plus tard, quelques années plus tard, tu n'arrives pas à payer les mensualités,
alors la vente aux enchères est la conséquence logique. Et dans de nombreux cas, tu subis des pertes et la banque aussi. Personne ne profite d'une mauvaise évaluation de ta solvabilité. C'est pour ça que je pense même c'est même bien comme la banque prend le temps d'examiner, d'évaluer ta solvabilité avant de t'accorder le crédit. Parce que la banque doit se rassurer que tu vas payer la mensualité. Puisque la vente aux enchères est un processus qui est très long, qui est très compliqué et à la fin, il faut beaucoup de chances pour récupérer même 70% de la valeur de ce bien. C'est pourquoi donc tu dois essayer d'améliorer ta solvabilité avant d'aller présenter un dossier à la banque pour un financement immobilier. Voilà. Pour plus de détails, tu peux me contacter dans le cadre des workshops et séminaires. De toutes les façons, au début de l'année prochaine, je vais organiser des workshops, je vais organiser des séminaires et il y aura aussi des conférences. Vous serez informés. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose. Et si le contenu t'a plu, tu peux t'abonner à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la cloche de notification. Tu recevras ainsi automatiquement une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Tu peux aussi partager ma vidéo et ça me ferait énormément plaisir de recevoir un like. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions ou des propositions d'amélioration, alors n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment. Mes coordonnées s'affichent sur l'écran. Voilà, si tu veux te lancer dans l'investissement immobilier, tu ne sais pas encore comment définir tes objectifs, tu n'arrives pas à définir une stratégie, tu ne sais pas comment faire pour chercher le bien, ou alors tu ne sais pas comment faire pour chercher un locataire, tu ne sais pas comment faire pour chercher un financement, alors tu peux me contacter, on prend rendez-vous, on définit ta stratégie et je t'accompagne. En début de l'année prochaine, j'organise des séminaires, j'organise des workshops. Les dates seront communiquées dans les semaines à venir. Voilà, tu peux déjà me contacter pour une formation, tu peux me contacter pour une consultation, tu peux me contacter pour un accompagnement. De toutes les façons, en ce qui concerne les séminaires et les workshops, vous serez informés. Tu peux aussi me recommander auprès de tes proches, auprès de tes amis, auprès de ta famille. Ça me ferait énormément plaisir. Ne rate donc pas la prochaine vidéo. Dans cette chaîne, tu vas beaucoup apprendre. Il faut juste rester scotché. Merci pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. Ciao.